Bonjour mes élèves, soyez les bienvenus sur mon canal SVT à la portée. Aujourd'hui avec une nouvelle vidéo concernant un autre exercice sur les lois statistiques et plus précisément sur le dihybridisme, c'est-à-dire la transmission de deux caractères. Cet exercice il est extrait d'au bac juin 2016. Mais je vous demande, avant de voir cette vidéo-là, il faut d'abord voir le cours concernant les lois statistiques. Parce que sans la compréhension et l'appréhension du cours, vous ne pourrez pas résoudre un exercice. Donc méfiez-vous, il faut d'abord voir la vidéo concernant le dihybridisme. Pour les élèves qui veulent voir toutes mes vidéos, il faut juste entrer dans YouTube et dans la barre de recherche, il faut écrire canal SVT à la portée et vous aurez toutes mes vidéos, soit en français, soit en arabe. Donc, on va démarrer. L'exercice sur les lois statistiques, la transmission de deux caractères. C'est-à-dire, on parle de dihybridisme, puisqu'il y a transmission de deux caractères. Pour mettre en évidence l'effet de certains phénomènes biologiques sur la transmission de l'information génétique, lors de la formation des gamètes chez les êtres vivants diploïdes, c'est-à-dire qu'ils ont deux N, on propose l'exploitation des données suivantes. Donc, je vous demande à l'examen national, il faut bien lire toutes les questions posées sur un exercice. Et après, vous allez répondre dans le brouillon et après, vous allez rédiger les réponses justes dans votre copie. Les figures des documents ci-dessous représentent certaines phases d'un phénomène biologique chez une cellule animale dont la formule chromosomique est 2n est égale à 4. Et voilà les figures. On a 4 figures. Petit a, B, figure C, figure D. Concernant P1 et P2, ce sont deux paires de chromosomes homologues. Voilà une paire de chromosomes homologues. Voilà la deuxième paire. Pourquoi on dit chromosome homologue? Parce que chaque chromosome, il a un autre chromosome qui lui ressemble. C'est une copie. C'est pour cela qu'on dit une paire de chromosomes homologues. La question. Identifiez en justifiant votre réponse les phases représentées par le document précédent et déduisez le phénomène biologique étudié. Donc, cette question-là, en réalité ou bien réellement, elle comprend 3 sous-questions. D'abord, il faut identifier, justifier et déduire le phénomène. Donc, pour répondre, il faut retourner à quoi? Il faut retourner au document. La figure petit a, c'est quoi? C'est la prophase 1. Pourquoi on dit prophase 1 et pas prophase 2? Parce que ici, on observe que les chromosomes homologues s'appareillent, c'est-à-dire l'un se proche de l'autre, et donc il y a appareillement des chromosomes homologues. Donc, et formation de ce qu'on appelle un tétrade. Pourquoi on a parlé des tétrades? Parce que chaque chromosome, il est représenté par 2 chromatides. Et puisqu'on a 2 chromosomes, on a 4 chromatides. Donc c'est pour cela qu'on parle d'un tétrade. Voilà le premier tétrade, voilà le deuxième tétrade. Donc lorsque vous voyez des tétrades dans un document, donc ce document-là concerne la prophase 1. Ça, c'est un prophase 1. Figure B, c'est quoi? Donc il y a séparation des chromosomes homologues sans fissuration, c'est-à-dire sans disjonction, au niveau de leur centromère. Donc on parle ici de l'anaphase 1. Ici, on parle de l'anaphase 2. Pourquoi?
Parce que chaque chromosome subit une fissuration au niveau de son centromère et donc des chromosomes fils. Et chaque lot de chromosomes fils migre vers un pôle. C'est pour cela qu'on parle de l'anaphase 2. Figure D. Voilà ici la fin de la première division qu'on appelle division réductionnelle, télophase 1, et on va aborder la division équationnelle, c'est-à-dire la prophase 2, l'anaphase 2 et la métaphase 2. Ou est-ce qu'on appelle la métaphase 2, c'est-à-dire la disposition des chromosomes, mais pas les chromosomes homologues, la disposition des chromosomes au niveau de la phase équatoriale de la cellule. C'est ce qu'on appelle la plaque métaphasique qui se forme ici. Donc voilà, la prophase 1, l'anaphase 1, l'anaphase 2, la métaphase 2. Donc voilà la réponse aux questions qu'on a vues. On appelle tétrade parce qu'on a 4 chromatides. 1, 2, 3, 4. Donc lorsque vous observez des tétrades dans un document, je vous répète et je vous insiste, donc on parle de la prophase 1. L'anaphase 1, parce que il y a séparation des chromosomes sans disjonction au niveau de leur centromère. Et l'anaphase 2, parce qu'il y a séparation de chaque chromosome avec fissuration au niveau de centromère, et chaque chromosome donne ce qu'on appelle des chromosomes fils, ou bien deux chromatides. Et chaque lot de chromatides mène vers un pôle donné. Et la métaphase 2, parce que les chromosomes de chaque paire se concentrent ou bien se disposent au niveau de la phase équatoriale de la cellule. Donc, le phénomène biologique étudié ici, c'est quoi? C'est la méiose. Et la méiose, je vous rappelle, elle concerne uniquement les cellules sexuelles, c'est-à-dire les gamètes, la formation des gamètes. Et elle comprend deux divisions. Une division réductionnelle, c'est-à-dire qui réduit le nombre de chromosomes de 2 à n. Et évidemment, la division équationnelle qui donne après 2 cellules, donne 4 cellules, c'est-à-dire 4 gamètes. Chaque gamète contient un chromosome. La deuxième question. Réaliser le schéma de la deuxième possibilité de la disposition des chromosomes de la phase représentée par la figure B. Et déduisez le nombre de phénomènes responsables des deux possibilités en indiquant son effet sur la transmission de l'information génétique. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande une deuxième possibilité de la figure B. On retourne au document. Voilà le document A. Voilà la figure B. Ça, c'est une première possibilité. Pourquoi? Ici, les couples d'allèles. Voilà un couple d'allèles. Voilà l'autre couple d'allèles. Les couples d'allèles. Les couples d'allèles sont indépendantes l'un de l'autre. Donc, puisque les couples d'allèles sont indépendantes l'un de l'autre, les couples d'allèles sont, je vous ai dit, les couples d'allèles sont indépendants l'un de l'autre. Le moment de l'anaphase 1, il y a séparation ou bien migration vers le pôle d'une manière indépendante. C'est-à-dire que chaque couple d'allèles migre vers un pôle indépendamment de l'autre. C'est ce qu'on appelle la troisième loi de Mendel. Qu'est-ce qu'on nous dit ou bien va citer la troisième de Mendel? On verra ça. Donc voilà. Le phénomène
biologique c'est la méiose. Donc, pour répondre à cette question-là, voilà la première possibilité, c'est-à-dire l'anaphase 1. Et puisque selon Mendel, c'est-à-dire la troisième loi de Mendel, les couples d'allèles subissent une ségrégation indépendante l'un de l'autre. Donc, par exemple, voilà, ces deux couples d'allèles, on va les laisser stables comme ça et on va modifier les autres couples d'allèles, c'est-à-dire ça qui est en vert, il va monter en haut et qui est en bleu va descendre en bas. Et voilà la deuxième possibilité. Donc, le vert monte en haut et le bleu descend en bas. Donc, voilà ce qu'on appelle une deuxième possibilité à l'anaphase 1. Selon la troisième loi de Mendel, qu'est-ce que dit la troisième loi de Mendel? Lors de l'anaphase 1, vous voyez ici, il y a ségrégation, c'est-à-dire séparation indépendante du couple d'allèles. Donc, cette disjonction ou bien ségrégation indépendante des couples d'allèles va nous permettre de voir ce qu'on appelle des phénotypes recombinés, c'est-à-dire une diversité des caractères, par ce qu'on appelle un brassage interchromosomique. Donc voilà le phénomène. Le phénomène appelé c'est un brassage interchromosomique provoqué par la troisième loi Mendel. Donc, cette loi est appliquée lorsque les deux gènes sont indépendants, c'est-à-dire que les deux gènes sont portés par deux chromosomes homologues différents. Voilà un gène, voilà l'autre gène. Afin d'étudier le mode de transmission de deux caractères héréditaires chez la drosophile, on réalise les deux croisements suivants. Premier croisement. Femelle aux yeux rouges et ailes droites, croisée avec mâle aux yeux pourpres et ailes courbées. Voilà les parents 1, les parents 2. Donc, ces parents 1 et 2, après fécondation, ils donnent évidemment des individus, c'est-à-dire la génération F1. 100% individus aux yeux rouges et ailes droites. C'est-à-dire ces individus-là héritent des caractères de l'un des deux parents. C'est-à-dire ils héritent le caractère de parent 1 seulement. Dans leur génome, il contient aussi les allèles contrôlant les yeux pourpres et courbés. Mais ils ne s'expriment pas. Ce qui s'exprime, ce sont les allèles qui contrôlent les yeux rouges et ailes droites. Remarque, le croisement inverse le premier croisement donne les mêmes résultats. C'est-à-dire, lorsqu'on prend des femelles avec yeux pourpres et courbés, avec un mâle avec yeux rouges et ailes droites, on va obtenir les mêmes résultats, c'est-à-dire 100% individus aux yeux rouges et ailes droites. Deuxième croisement, mâle aux yeux pourpres et ailes courbées, avec un individu de la F1, femelle aux yeux rouges et ailes droites. Deuxième génération, F2, 390 drosophiles yeux rouges et ailes droites, 380, 120, 110. Donc, on utilise le symbole grand R, petit r pour le caractère des couleurs des yeux et grand G, petit g pour le caractère forme des ailes. En exploitant les deux croisements,
et déterminer le mode de transmission des deux caractères héréditaires étudiés. Donc voilà une autre question, c'est-à-dire un autre type de question qui s'oppose à l'examen. On parle ici de mode de transmission. Lorsqu'il vous demande le mode de transmission, c'est-à-dire il vous demande de parler sur les lois de Mendel, il vous demande de parler si les parents sont de race pure ou non, il vous demande si les allèles dominants est récessif, et il demande si les gènes sont liés ou bien indépendants. Donc voilà ce qu'ils vous demandent, ce qu'ils veulent de mode de transmission. Donc aujourd'hui, je vais montrer une meilleure méthode de répondre. Comment vous allez répondre? Il faut suivre cette conseil. Il faut suivre la procédure comme je le ferai dans cette vidéo-là. Le premier croisement. Donc, on va retourner au premier croisement. On va retourner au premier croisement. Le croisement, donc P1, femelle yeux rouges et aile droite, avec mâle aux yeux pourpres et aile courbée. Nous allons quoi? Nous allons 100% individu aux yeux rouges. Comment je vais analyser ce premier croisement? D'abord, le croisement étudie quoi? La transmission de deux caractères, c'est-à-dire la couleur des yeux et la forme des ailes. Donc, on parle de dihybridisme. La deuxième chose, tous les individus de la génération F1 sont homogènes et hybrides, c'est-à-dire ils se ressemblent tous, c'est-à-dire tous les individus ont des yeux rouges et ailes droites. Donc la première loi de Mendel est réalisée. Donc les parents sont de race pure. La deuxième chose, ou bien la troisième chose, évidemment, c'est que la génération F1 ou bien les individus de la génération F1 héritent les caractères de l'un des deux parents, c'est-à-dire seulement les yeux rouges et ailes droites. Donc, les allèles qui contrôlent la couleur des yeux rouges et la forme des ailes droites s'expriment. On appelle ces allèles-là des allèles dominants. Quand est-ce que les allèles concernant, ou bien qui contrôlent les yeux, la couleur pourpre et la forme courbée, ce sont des allèles récessifs. Donc voilà la réponse à cette question pour le premier croisement. Donc on va. Donc on a voilà les 4 phénotypes. Voilà les symboles qu'on utilise. Voilà la question pour le premier croisement. On étudie la transmission de deux caractères, la couleur des yeux et la forme des ailes. Donc on parle de dihybridisme. Tous les individus de la génération F1 sont homogènes et hybrides. Ça, c'est une. Donc la première loi de Mendel est réalisée et les parents P1 et P2 sont de race pure. C'est-à-dire, ils sont tous homozygotes. Les individus de F1 héritent les caractères de l'un des parents, yeux rouges et aile droite. Pour la forme des ailes, l'aile droite domine. C'est pour ça on crie G en majuscule entre deux crochets. Domine quoi? L'aile courbée, récessif, petit g. Pour la couleur des yeux, l'aile rouge domine, contraire, l'aile pourpre récessif, petit r. Donc voilà la bonne méthode pour répondre à chaque question posée, soit au contrôle continu, soit au moment de l'examen national. Donc il faut
retenir cette méthode-là. C'est la bonne méthode pour répondre. Donc, il faut voir cette vidéo plusieurs fois pour bien apprendre la procédure. Deuxième croissant. Le deuxième croissement, évidemment, c'est un bac cross. Voilà le deuxième croissement. Mâle aux yeux pourpres, aile courbée. Donc, c'est un individu, ou bien ce sont des individus double récessifs, avec une femelle de la F1, c'est-à-dire yeux rouges et aile droite, de la F1. Ça, c'est un croisement qu'on appelle bac cross. Et les bac cross donnent 4 phénotypes que vous voyez ici. Puisque le croisement se fait entre mâles double récessifs et une femelle hybride de la F1. Voilà, femelle hybride de la F1. Ça, c'est un bac cross. Ou bien test cross. Ce que vous voulez. Les résultats de ce deuxième croisement donnent 4 phénotypes de proportions différentes. Voilà les 4 phénotypes. 390, 380, 120, 110. Vous voyez ici des individus parentaux, c'est-à-dire qui ressemblent aux parents, et des individus avec des nouveaux phénotypes. Que ces phénotypes-là n'existaient pas chez les parents. Donc, lorsque vous obtenez des chiffres comme ça, la première chose à faire, c'est transformer ces chiffres-là en ce qu'on appelle pourcentage. C'est très important. Dans le brouillon, vous allez transformer ces chiffres-là en pourcentage. Comment on va faire? Voilà. Voilà les deux. D'abord, on va compter tous les chiffres. On a obtenu 1000 individus. Donc, pour le pourcentage de drosophiles yeux rouges et aile droite, on va prendre 390 multiplié par 100 divisé par 1000 et on va obtenir 39%. La même chose pour 380, pour 120, pour 110. Les voilà, les pourcentages. Donc, vous voyez ici, les pourcentages de taux parentaux, ils sont supérieurs au pourcentage de taux recombinés. Donc, les taux parentaux, 39 plus 38, c'est-à-dire 77%, est supérieur à 23%. Donc, les deux gènes qui gouvernent les deux caractères, la couleur des yeux et la forme des ailes, sont liés avec liaison relative. Donc, voilà, pour le deuxième croisement, c'est comme ça que vous allez répondre. Donc, à partir de l'analyse du deuxième croisement, on arrive que les deux gènes qui gouvernent les deux caractères de la couleur des yeux et la forme des ailes sont liés à liaison relative. Pourquoi on a déduit ça? On déduit ça à cause des chiffres, c'est-à-dire des proportions obtenues. C'est à partir des lois statistiques. Le pourcentage de taux parentaux est beaucoup supérieur avec au pourcentage de taux recombinés. Donc, les deux gènes sont liés à liaison relative. Donc, voilà une règle qu'il faut retenir. Lorsqu'un bac cross donne 4 phénotypes avec taux parentaux supérieurs au taux recombinés, les deux gènes sont liés à liaison relative. Et on verra ça pourquoi on a dit liaison relative. C'est-à-dire que les deux gènes sont situés sur le même couple de chromosomes homologues. Voilà un couple de chromosomes homologues au début de l'interface.
À la fin de l'interphase et au début de la prophase 1, on a euh, les deux, les deux couples les couples chromosomes homologues s'apparier, c'est-à-dire l'un se proche de l'autre, formant un tétrade. Et voilà, les deux gènes sont tous situés sur le même couple de chromosomes homologues. Voilà le premier gène qui contrôle la couleur des yeux. Voilà l'autre, ou bien le deuxième gène qui contrôle la forme des ailes. L'apparition des deux phénotypes recombinés, voilà les phénotypes recombinés, c'est-à-dire yeux rouges et ailes courbées, c'est-à-dire des phénotypes qui n'existaient pas chez les parents. Ils apparaissent de nouveau avec un pourcentage de 11% et 12%. Cela s'explique par le phénomène d'un crossing over qui s'est produit chez la femelle. Voilà un crossing over qui se produit chez la femelle. Donc, qu'on voit ici dans le premier croisement, ou bien le deuxième croisement. Voilà le deuxième croisement, un mâle double récessif avec, un mâle double récessif avec une femelle aux yeux rouges et aile droite de la F1, qu'on a dit ce sont des individus hybrides. Ils contiennent les allèles récessifs et les allèles dominants à la fois. Donc, deuxième croisement, mâle aux yeux pourpres, il donne, voilà, ce qu'on appelle un mâle double récessif, c'est-à-dire que les deux gènes sont, donc il est homozygote, et la femelle F1 qu'il est hétérozygote, c'est-à-dire qu'il contient grand G, petit g et grand R, petit r à la fois. Ça, le mâle, il va donner un seul type de gamète, 100%, c'est-à-dire GR, mais la femelle, par ce qu'on appelle le crossing over, ils vont donner 4 gamètes avec des gamètes parentaux, c'est-à-dire GR, petit g, petit r, et deux gamètes recombinés, c'est-à-dire G grand R, G petit r. Donc, les gamètes parentaux et des gamètes recombinés que vous voyez ici. Et voilà, les gamètes recombinés. D'où viennent les gamètes recombinés? Par ce qu'on appelle un crossing over. Les voilà. Donc, G petit r. Vous voyez ici, G petit r, grand G petit r et petit g grand R. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un crossing over? C'est un échange de chromatides entre les couples de chromosomes homologues. Je répète, la définition d'un crossing over, c'est un échange, ou bien c'est un échange, pardon, de quoi? De chromatides, ou bien de portions de chromatides. De quoi? D'un couple de chromosomes homologues. C'est-à-dire, un couple de chromosomes homologues vont échanger entre eux leur portion de chromatides. C'est ce que nous donne des gamètes recombinés. Le point où il y a échange, on appelle ça un chiasma. Un chiasma. Donc, c'est pour cela qu'on a ici 4 types de gamètes. Ici, un seul type de gamète. La fécondation, voire échiquier de croisement. Voilà l'échiquier de croisement. Voilà. La femelle, donc 4 types de gamètes, G grand R, G petit r, grand G petit r, petit G grand R. Et le mâle donne, puisqu'il est double récessif,
double récessif, il va nous donner quoi? Un seul type de gamètes, c'est-à-dire 100% ou bien 1 de gamètes, c'est-à-dire petit g, petit r. Après la fécondation, on va obtenir les 4 génotypes que vous voyez ici. Et voilà le phénotype. Grand G, petit r, grand R, 39%, 38% G, petit r, 12% grand G, petit r, et 11% petit g, grand R. R, c'est-à-dire, voilà les yeux rouges. Donc, L droite, yeux rouges. L courbée, yeux pourpres. L droite, yeux pourpres. L courbée, yeux rouges, 11%. Donc, il faut à l'examen écrire le pourcentage suivant devant chaque génotype et devant chaque phénotype. C'est très important. Les résultats expérimentaux sont conformes aux résultats théoriques. Donc l'interprétation est vraie, c'est-à-dire que les deux gènes sont liés à liaison relative. Pourquoi on dit relative? Parce qu'il y a ici un crossing ouvert. Au contraire de liaison absolue, qu'on n'a pas un crossing ouvert. Donc, établissez la carte factorielle des deux gènes étudiés en montrant les étapes suivantes. L'établissement de la carte factorielle se fait uniquement dans le cas où les gènes sont liés et l'individu portant ces deux gènes soit hybride. Voilà les conditions. Il faut que les deux gènes soient liés et l'individu portant deux gènes qui soient hybrides, c'est-à-dire que l'individu il est hétérozygote, c'est-à-dire femelle aux yeux rouges et aile droite de la F1. La carte factorielle, c'est la mesure de la distance entre deux gènes liés sur le même couple de chromosomes homologues. Voilà ce qu'on appelle le génotype de la femelle F1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la distance entre ces deux gènes-là. Donc, voilà ces deux gènes-là, c'est-à-dire les gènes recombinés, grand G, petit g, grand R, petit r. Présentation des deux gènes. Voilà le crossing ouvert. Donc, pour voir deux gamètes recombinés, c'est-à-dire un pourcentage de 23%, il faut un crossing ouvert. Et pour que le crossing ouvert soit réussi, c'est-à-dire il nous donne ces deux autres nouveaux phénotypes, deux nouveaux gamètes, il faut que la distance entre grand G et grand R et petit g, petit r, grand G, grand R et petit g, petit r soit faisable pour que le crossing ouvert donne d'autres gamètes ou bien d'autres nouveaux gamètes. Qu'est-ce que ça? C'est le phénomène qui a été découvert par le généticien appelé Morgan. Le calcul de la distance entre les deux gènes. Comment on va faire, nous, à l'examen pour répondre à cette question-là? D'abord, il faut calculer la distance entre les deux gènes. Comment? Selon Morgan, c'est le généticien, 1 centimorgan est égal à 1% de taux recombiné. Rectifiez ça. Taux recombiné. Puisqu'on a 23 taux de recombiné, c'est-à-dire 23 centimorgans est égal à 23 taux recombinés.
on va établir une échelle. 1 cm est égal à 1 cm. Donc, la distance entre les gènes est égale à 23 cm. Donc, on va établir quoi? Établir ce qu'on appelle deux traits, c'est-à-dire qui ressemblent à un couple de chromosomes homologues. Voilà l'allèle qui contrôle la forme des ailes droites, l'allèle qui contrôle la forme des ailes courbées, l'allèle qui contrôle la couleur des yeux rouges et l'allèle qui contrôle, récessif, qui contrôle ce qu'on appelle la couleur des yeux pourpres. Voilà le premier gène. Voilà le deuxième gène. La distance entre eux, on l'a trouvé, c'est 23 cm. Voilà la question, ou bien la réponse à cette question-là. Donc, je vous demande de bien revoir une autre fois et une deuxième fois et plusieurs fois cette vidéo pour bien comprendre les lois statistiques. Non pas tous les lois statistiques, mais une partie de la loi statistique. Il y a plusieurs lois statistiques. Ici, je fais le dihybridisme et dans mes vidéos, il y a aussi un exercice concernant le dihybridisme. Il faut la revoir. Et à bientôt pour un nouveau vidéo. Mais avant de quitter, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de faire le like et d'activer aussi la cloche. Tout ceci pour nous encourager à publier beaucoup de vidéos. Et pour vous, vous pourrez accéder facilement à nos vidéos le moment où vous naviguez dans YouTube. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo-là avec vos amis. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.